Mesdames et messieurs les élus, merci aux élus de la deuxième circonscription des Landes, mais aussi de la première, moi, Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan, président de l'aglo du Marsan, merci beaucoup de devenir en voisin, ce qui montre effectivement cette singularité que nous avons ici dans les Landes, entre la première et la seconde circonscription, du travail législatif et parlementaire que je mène avec mon collègue Fabien Lenné. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à mon invitation pour cette cérémonie que je suis ravi d'organiser à Saint-Jour-de-Marais. Je souhaite donc en premier lieu remercier Monsieur le maire, empêché et représenté par Cyril Guessot, son adjoint, ainsi que les membres du conseil municipal pour le bel accueil nous étant réservé. Un accueil aussi chaleureux que celui qu'on aurait pu avoir dans les 50 autres communes de la deuxième circonscription des Landes, dont je suis fier d'être député depuis que les électeurs m'ont accordé leur confiance en juin dernier avec ma suppléante Martine Delieu. Mais c'est à plus d'un titre que je suis heureux de vous retrouver si nombreux ce matin pour un moment qui fige une tradition républicaine fédératrice. La cérémonie des vœux incarne tout ce qui fait la force de la France, car ce sont des cérémonies qui unissent. Quelles que soient vos convictions politiques, c'est à chacun d'entre vous, en respectant nos points de convergence ou de divergence, que je souhaite adresser des vœux empreints d'optimisme pour cette nouvelle année. J'ai toujours pensé que ce qui rassemble est plus fort que ce qui divise. C'est à l'éclairage de cette philosophie que je peux jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et regarder l'année 2017 qui est déjà derrière nous. Commençons donc par parler de l'année qui s'est achevée. Il y a un an, rares sont ceux qui auraient pu imaginer ce que nous avons vécu en 2017. Pour ce qui me concerne, j'étais convaincu qu'il fallait faire bouger les lignes, sans tarder, car notre pays souffrait de son immobilisme et des alternances de moins en moins fructueuses. Politiquement, 2017 fut donc une année tellement attendue qu'elle en était devenue inespérée. C'est l'année qui a vu voler en éclats toutes les prévisions, et ceux qui ont contribué à ce mouvement peuvent être fiers du chemin parcouru. L'élection d'Emmanuel Macron a été un événement politique majeur et qui marquera l'histoire, car au-delà de la jeunesse du président de la République, c'est un coup de frais qui a emporté la vision binaire que nous connaissions jusqu'à maintenant. Ce séisme a entraîné l'écroulement du paysage politique traditionnel qui serait confirmé au mois de juin, lorsque les Français ont été appelés à renouveler l'Assemblée nationale. Le paysage politique, le paysage démocratique français a changé du tout au tout. Ne voyez pas dans la couleur de ma cravate un signe quelconque. Je promets que chaque année je changerai de couleur et le rouge, le vert et le bleu y passeront aussi. Il nous faut maintenant savoir quel visage il prendra et surtout quel visage nouveau nous souhaitons qu'il prenne. Car le but de la vie démocratique est d'enraciner un projet politique dans la volonté d'un peuple. Ayant pris mes responsabilités en m'engageant avec conviction derrière Emmanuel Macron, je sais la responsabilité qui m'incombe désormais en tant que député. Cette responsabilité, je peux vous assurer qu'elle est à l'esprit de mes collègues de la majorité, des membres du gouvernement, mais aussi chez chacun de ceux qui ont défendu ce projet auprès des électeurs. Car comme le disait Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est parce que c'est notre projet que j'œuvre au quotidien pour le mettre en œuvre. Il y a donc une majorité. Elle associe plusieurs mouvements. Leurs histoires sont différentes, leurs manières d'être sont différentes, mais vont dans le même sens. Leurs différences sont des avantages. La complémentarité est une clé, car c'est la première fois sans doute, en tout cas depuis très longtemps, qu'il y a dans une majorité des démarches différentes qui offrent des choix pour l'engagement des citoyens sans qu'il y ait compétition à l'intérieur de cette majorité. J'en veux pour exemple la collaboration étroite que je mène avec mon collègue député de la première circonscription, Fabien Lenné, pour faire avancer ici, mais aussi à Paris, les dossiers en faveur du département des Landes. Cette ouverture d'esprit s'inscrit bien au-delà de la majorité. Chaque semaine, sur le terrain, je m'intéresse aux problématiques de chacun, car l'enjeu pour nous est de retisser le lien entre les citoyens et leurs représentants.
Le monde politique avait perdu la confiance des citoyens. D'une certaine manière, il est en train de la reconquérir. C'est de cette manière-là que j'interprète le redressement d'Emmanuel Macron dans les sondages. C'est cela que ce redressement traduit. D'habitude, le scénario était toujours le même, et toujours un peu désespérant. Tout nouveau, tout beau au départ, et après quelques semaines, tout cela s'émoussait, l'opinion se détournait, et la déception envahissait les esprits. Les observateurs ont cru que c'était ce qui allait se produire. Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Bien au contraire, les Français découvrent que le président, qu'ils ont élu en 2017, a dit ce qu'il allait faire et qu'il fait ce qu'il a dit. Je crois que les Français en sont légitimement fiers. Ils sont fiers de sa parole et de son audace. Et si je réfléchis, je me pose la question de savoir depuis combien de temps les Français n'avaient pas fait un tel crédit à leurs dirigeants. Ce que les Français voient, c'est un président à la hauteur de sa mission, qui a rendu à la France de l'influence et du crédit. C'est un président qui, dans cette période d'incertitude et de recherche de coalition en Allemagne, joue sans ostentation le rôle de leader de l'Europe. Les Français veulent que ce changement en profondeur réussisse. Mais cela nous donne, bien entendu, des devoirs. En tant que député, j'ai décidé de prendre toute ma part à cette ambition. Suite à mon arrivée au Parlement, j'ai intégré la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Aussi, j'ai eu l'honneur d'être nommé secrétaire de l'Assemblée nationale et de siéger au bureau. J'ai eu à cœur de participer à la structuration des lois ordinaires et organiques pour la confiance dans la vie politique qui a été promulguée le 15 septembre 2017. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il s'agit des 2 premières grandes lois du quinquennat. Vous connaissez les raisons de cette réforme. Depuis des années, et les mois qui ont été particulièrement fertiles, derniers mois dans ce domaine, on a vu se développer des pratiques qui ont mis à mal, qui ont fissuré et fracturé la confiance que les citoyens peuvent avoir dans leurs élus et qui provoquent la profonde exaspération des Français. L'impossibilité d'embaucher des membres de sa famille est maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a une peine d'inéligibilité inscrite dans le casier judiciaire B2 est aujourd'hui promulguée. L'impossibilité de ne pas rendre compte de ses indemnités est aujourd'hui promulguée. Que l'on soit député ou sénateur, ces impossibilités s'appliquent et vont désormais jusqu'à l'interdiction d'employer un membre de sa famille. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours à l'esprit un triptyque: la morale, l'éthique et la loi. Je crois que si la loi permet des choses, la morale et l'éthique doivent être des garde-fous. Aussi, en ayant été élu député, j'ai estimé que notre responsabilité était de faire preuve d'exemplarité et de réformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ainsi, je n'ai pas attendu la diffusion d'un reportage la semaine dernière pour dire qu'une cure, entendu pas une cure de Dax, des termes, mais une cure était bien entendu nécessaire pour assainir le fonctionnement du Palais Bourbon. En tant que secrétaire, je me suis engagé sans aucune réserve derrière le projet du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, dans une volonté de rendre l'institution plus démocratique, plus efficace et plus moderne. C'est dans ce sens qu'ont été lancés les rendez-vous des réformes 2017-2022, un processus de réforme profonde pour construire une nouvelle Assemblée nationale. Initié lors du bureau du 2 août 2017, le premier rendez-vous a été l'occasion d'arrêter le calendrier et la méthode du processus de réforme de l'Assemblée nationale, lesquels devront prendre place sur l'ensemble de la législature. En septembre, le bureau de l'Assemblée a acté la composition et les feuilles de route des groupes de travail pour le premier semestre 2018. L'objectif de ce processus est double: moderniser l'Assemblée nationale en la rendant plus transparente, plus efficace et plus ouverte dans son fonctionnement, préparer bien entendu la prochaine législature qui verra un Parlement profondément remodelé avec la réduction annoncée du nombre de parlementaires et la volonté de renforcer bien entendu leurs moyens de travail. Ce processus
s'inscrit en complémentarité avec le vote de la loi sur la confiance de la vie politique, et j'espère que nous pourrons compter sur l'audace et le modernisme des sénateurs pour faire de cette réforme un point de convergence des deux chambres. Je souhaite également revenir sur les états généraux de l'alimentation qui ont été annoncés par le président de la République en juin 2017 et qui ont visé à relancer la création de valeur et à assurer l'équitable répartition, à permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, à accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs, et à promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Nous avons été au rendez-vous dans les Landes, où nous avons organisé 2 ateliers qui ont mobilisé de nombreuses personnes. Et ces ateliers en particulier auxquels ont contribué Loïc Saffort et Jonathan Deval. Mais je souhaite aussi saluer les contributions de certains spécialistes ayant alimenté nos travaux. D'abord Françoise Davrat, chercheuse à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, à José Prosper, président de la Banque alimentaire de Dax, et à David Mortiot, naturopathe. En tant que membre de la délégation parlementaire, je n'ai pas manqué de faire remonter les réflexions menées dans nos ateliers organisés à Dax et à TOS lors de la conférence nationale organisée à Bercy en présence du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert. Et je ne peux pas citer le ministre de l'Agriculture ici sans le remercier de nous avoir entendus lorsque j'ai fait appel à lui pour la filière avicole. Il a été à la hauteur de nos attentes en débloquant les fonds très attendus suite à la crise aviaire. Armé de ma ténacité, j'ai pris à bras le corps avec mon collègue Fabien Lenné d'autres sujets, comme ceux liés aux chasses traditionnelles, en travaillant en lien étroit avec la Fédération départementale des chasseurs des Landes et son président. Je n'ai pas hésité à faire remonter cette question directement au Premier ministre, et je resterai mobilisé pour défendre à Paris nos traditions landaises. Vous rendre compte de mon action m'amène à vous parler d'un sujet qui nous est cher à tous, le littoral. Avec les questions d'environnement et d'aménagement du territoire, le littoral incarne le fil rouge de mon engagement. Sur proposition du président de l'Assemblée nationale, j'ai été nommé administrateur du Conservatoire national du littoral et membre de la mission sur les événements climatiques majeurs. Les tempêtes Carmen et Bruno se sont abattues sur les Landes il y a quelques semaines. Ces événements nous ont rappelé à quel point le bouleversement climatique devait faire appel à notre responsabilité, et particulièrement sur nos côtes. Un groupe d'études sur le littoral a été créé à l'Assemblée nationale et je m'y suis naturellement engagé. Je pourrais ainsi concrètement poursuivre le travail que j'ai mené ici lorsque j'étais conseiller général. Au département des Landes, entre 2008 et 2015, j'ai eu le plaisir d'être associé au travail novateur du groupement d'intérêt public, JP Littoral Aquitain, associant l'État, le Conseil régional d'Aquitaine, les 3 départements côtiers et les communes du littoral. L'objectif est de mettre en place un plan de développement durable du littoral aquitain afin de faciliter la gestion intégrée dans tous ses aspects. Dans le prolongement de tout ce travail, les premiers plans pages ont été lancés, impulsant une belle dynamique dans nos communes, dont certaines ont su en tirer effectivement un bon profit. Cette dynamique, je vais avoir l'honneur de l'entraîner au niveau national. Les enjeux liés au littoral nécessitent plus que jamais une réponse législative aux problématiques rencontrées sur le terrain. Et je me mobiliserai pour que nous puissions, durant cette législature, apporter des réponses concrètes aux habitants et aux élus locaux, en leur attribuant, bien entendu, des moyens financiers et les instruments juridiques tant attendus. Je vois ici Hervé Bouillery, président de l'Association des maires des Landes, et qui m'a déjà fait part de son souhait de me rencontrer prochainement à ce sujet, parce que je sais qu'il a aussi énormément travaillé lorsque j'étais au département avec lui, avec JP Littoral Aquitain, comme président du tourisme, et je pense que nous aurons donc prochainement l'occasion de se rencontrer avec les maires du littoral. Donc Hervé, merci pour cette initiative, et
je serai à votre disposition pour travailler avec vous. Je souhaiterais terminer mon propos en rendant hommage aux militants associatifs et aux élus locaux présents. Avant d'être élu député, j'ai été bénévole dans des associations, j'ai été conseiller municipal, conseiller général et maire. Je connais bien la force de l'engagement de l'élu local et les convictions indispensables pour assumer ses missions qui amènent à sacrifier une partie de son temps, une partie de sa vie et une partie de ses revenus en faveur des autres. Être engagé, c'est donc faire des choix. Ces choix, je les fais quotidiennement au sein de la majorité présidentielle. Dans cette majorité, nous agissons. En 7 mois, nous avons déjà un bilan que nous assumons car il est nécessaire d'agir pour faire bouger les lignes, pour faire avancer notre pays. Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens si nous souhaitons préserver notre modèle social. Nous devons encourager l'investissement pour favoriser l'emploi et la croissance. En quelques mois, certaines lois ont été emblématiques. Le projet de loi de finances que nous avons voté introduit l'exonération progressive de la taxe d'habitation. Cette mesure est un moyen concret de redonner plus de pouvoir d'achat aux Français. Cette mesure va conduire à exonérer 80% des foyers redevables de cet impôt à l'horizon 2020. Cet objectif sera atteint progressivement en 3 ans pour un coût total d'allègement de 10 milliards d'euros. Par ailleurs, je souhaite saluer un amendement de la majorité permettant aux résidents des EHPAD, des établissements d'hébergement des personnes âgées, de voir récupérer sur leur facture individuelle certains dégrèvements et exonérations de taxes d'habitation dont ils auraient pu, à titre de logement, occuper, perdre effectivement et être pénalisés dans le cadre de la hausse de la CSG. Je vois dans la salle de nombreux élus. Votre amicale présence à cette cérémonie m'amène à arrêter mon propos sur le traitement réservé aux collectivités par la majorité à laquelle j'adhère. Pour la première fois depuis 7 ans, la dotation globale de fonctionnement ne baisse pas. Cette fameuse DGF est stabilisée à plus 0,4% et la trajectoire des crédits et dotations de l'État devrait se maintenir entre 2018 et 2020. En contrepartie, les collectivités devront, dans le cadre de la contractualisation, continuer à contribuer à la maîtrise de la dépense publique. Des contrats seront conclus à l'issue de dialogue entre les représentants de l'État, des régions, des départements, ainsi que les communes et les EPCI à fiscalité propre, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2016 sont supérieures à 60 millions d'euros, ce qui correspond au total à peu près à 340 collectivités. Ces contrats répondront à 2 objectifs. Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de plus 1,2% en valeur et à périmètre constant sur la période allant de 2018 à 2022, et un objectif d'amélioration des besoins de financement. Le taux d'évolution doit permettre aux collectivités de maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, ce qui permettra une économie par rapport à l'évolution spontanée de leurs dépenses de 2,6 milliards d'euros chaque année et de 13 milliards d'euros sur la période de programmation. Suite à la conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017, et comme précisé par le président de la République au Congrès des maires, le gouvernement s'est engagé à encadrer le mécanisme de contractualisation. Ainsi, 99% des communes ne seront pas visées par cette contractualisation, et donc l'effort demandé sera tenu compte, et bien entendu, des situations des territoires et des efforts qui auraient pu déjà être accomplis. Un bilan de la contractualisation sera fait avant le débat d'orientation des finances publiques du projet de loi de finances de 2020. Alors un autre sujet a marqué l'actualité récente. C'est la loi d'habilitation autorisant le gouvernement à réformer le Code du travail par ordonnance, qui a pour objectif de débloquer notre économie. L'idée est en réalité de donner aux employés et aux employeurs la possibilité de décider ensemble du fonctionnement de leur entreprise.
Cette réforme concerne en priorité les TPE-PME qui emploient la moitié des salariés en France. En m'exprimant ici sous le contrôle de M. Bernard Dufault, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, je n'ai pas de difficulté à dire que les réformes sont urgentes pour permettre à nos entreprises de se développer et de rester concurrentielles. Je pourrais vous parler des heures durant du travail passionnant auquel j'ai l'honneur et le plaisir de participer chaque jour. Je pourrais vous parler de la mobilisation qui fut la nôtre en construisant la loi sur l'interdiction des hydrocarbures, la loi antiterroriste, ou sur la loi sur la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, qui est déjà en vigueur et qui permettra de sortir du hasard du tirage au sort pour rendre l'orientation étudiante plus juste et plus adaptée. Je pourrais aussi vous parler de tous les sujets d'importance sur lesquels nous travaillons chaque semaine en commission, mais le temps nous manquera et, entendu, je ne souhaite pas vous priver du buffet mis empêcher ceux qui doivent rejoindre Tyros, mais je crois aussi à Souston qui reçoivent les équipes du Pays Basque, les empêcher de pouvoir participer à ces événements forts, et vous transmettrez aux équipes de Tyros et de Souston tout mon soutien et mes voeux de réussite, et surtout, on adore le Pays Basque, on adore quand les Basques viennent chez nous, mais on est encore plus heureux quand on gagne, et surtout au rugby. Comme vous le voyez, l'Assemblée travaille, et je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même les plus objectifs possibles. Depuis l'élection législative de 2017, elle s'est réunie pendant plus de 150 séances et sur plus de 700 heures. Plus de 60 textes ont été examinés. 29 textes de loi ont été définitivement adoptés depuis juillet. C'est concret, c'est ça le travail de l'Assemblée nationale. Et puis, nous avons aussi examiné 8000 amendements, dont 1500 ont été adoptés. Le travail parlementaire sert à quelque chose, vous en avez la preuve, et être député, c'est être actif et faire avancer, bien entendu, des idées. Nous sommes en France, et les Français sont exigeants envers nous, et je pense qu'ils ont raison. Alors en 2018, nous poursuivrons le travail. Nous avons des objectifs et un agenda de réforme intense pour les 6 prochains mois, un programme chargé dans lequel figurent les difficiles sujets de l'assurance chômage, des retraites, la révision constitutionnelle, du droit d'asile, et je vous invite à prendre à l'entrée un petit document synthétique, merci mon équipe qui l'a réalisé, sur lequel vous retrouverez en fonction du calendrier, effectivement, les sujets sur lesquels nous aurons à travailler courant 2018. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Il y aura beaucoup d'autres sujets qui se rajouteront à ceux qui sont sur ce document. Par ailleurs, je contribuerai directement aux travaux menés dans le cadre de la loi Croissance, en valorisant une réflexion que j'ai menée ici avec des acteurs landais. Et je pense en particulier aux propositions que j'ai portées avec le local de l'État, un petit peu avec Cyril Guessot, ici, afin donc d'imaginer la mise en place d'un crédit d'impôt pour l'innovation sociale et la création d'un droit de reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé immédiat et temporaire. Merci Cyril pour ce travail que nous avons réalisé en commun avec d'autres personnes, et compte sur moi pour qu'on le fasse remonter, et j'espère qu'il aboutira dans ce projet de loi, que ça sera intégré. En 2018, je serai donc intensément actif dans mon travail parlementaire, mais je serai également toujours présent dans les Landes, parce que c'est à votre contact que se nourrit mon engagement. Je continuerai à être présent chaque semaine sur le terrain. Je continuerai chaque semaine à vous recevoir dans ma permanence ouverte à tous à Dax, mais aussi à Paris, celles et ceux qui ont l'occasion ou la chance de pouvoir monter sur Paris. Mon engagement est durable, il est fidèle au département des Landes et à tous ses habitants. Voilà donc le sens du message que je souhaitais vous adresser aujourd'hui. Celui d'un député qui souhaite rendre compte de son action auprès de ses électeurs, d'un député exigeant vis-à-vis de lui-même, car conscient de la responsabilité qu'il porte, d'un député qui agit avec responsabilité mais aussi exemplarité, et d'un député ouvert
et non sectaire, qui avant d'être partisan, fera toujours primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers, des partis politiques en particulier. Un député qui travaille aussi avec une équipe que je voudrais vous présenter ce matin. Je les remercie d'être présents avec nous. J'avoue, vous n'avez peut-être pas trop le choix, mais ils se cachent, donc je vais leur demander, alors je vois Mehdi, Antoine, David et Pierre, si vous pouvez venir, je vais vous présenter alors une équipe de 4 collaborateurs et plus un stagiaire, je pense à Anthony qui nous regarde peut-être sur Internet, mais qui est resté sur Paris. Mehdi qui est sur Paris avec Antoine, qui travaille avec moi et avec Fabien Linné sur les dossiers communs, et Pierre et David qui eux sont sur Dax et s'occupent plus de la vie de la permanence, et voilà, vous avez certainement des contacts en direct. Je voudrais aussi souhaiter, alors je sais qu'il y a un anniversaire à souhaiter ici dans la salle, mais j'avais prévu de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un qui m'est cher, et voilà, mais qui est un petit peu loin, qui est sur Lyon aujourd'hui, c'est ma fille qui fête ses 20 ans. Si elle regarde, ma puce, joyeux anniversaire. Voilà. Donc mesdames et messieurs, chers amis, à vous et à vos proches, je souhaite une excellente année 2018. Que cette année soit l'occasion pour chacun d'entre vous d'avancer avec sérénité et trouver les voies d'un épanouissement durable. Bonne année 2018, vive Saint-Jour-de-Marraine et vive les Landes. Je vous remercie.